Bonjour, c'est Michael Desbarans de la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis avec l'éminent Michel Dessaigne. Bonjour à vous. Bonjour, Ouais. merci. On ne peut pas dire que je sois quelqu'un d'éminent, mais si tu le dis, c'est que tu le penses, donc merci beaucoup, c'est trop d'honneur. Avec plaisir. Donc je voulais aborder avec vous les thèmes de l'alchimie, donc de votre intérêt, et puis à partir de quand vous êtes intéressé à ces thèmes-là et à cette histoire de l'alchimie. Oui, c'est très complexe comme tout ce qui est étude ésotérique, parce que quand on s'intéresse à ce domaine, on s'intéresse à beaucoup de sujets en même temps, que ce soit les Templiers, les Cathars, les traditions anciennes, et ce qu'on appelle les disciplines ésotériques, c'est-à-dire les tarots, l'astrologie, voilà, l'alchimie. L'alchimie, ça fait très longtemps que je m'y intéresse, sans vraiment être alchimiste moi-même. C'est-à-dire que je ne pratique pas du tout, je n'ai pas de laboratoire, je ne fais pas de ça. Au début, j'ai voulu savoir ce que c'était, à quoi ça servait, pourquoi il y avait des alchimistes, voilà, qui arrivaient au stade final qui est la réalisation de la pierre philosophale, et qu'est-ce que c'était et à quoi ça servait. Mais moi, je suis venu à ça en étudiant les sculptures des cathédrales. C'est-à-dire, on dit que les grandes cathédrales gothiques ont des sculptures de nature alchimique. Et si on lit le fameux Fulcanelli, les mystères des cathédrales, voilà, on a dans certaines sculptures quelque chose qui serait la réalisation du grand œuvre. Donc à Paris, c'est très célèbre que le portail central a des médaillons des deux côtés de l'entrée du porche, qui seraient pour l'Église les vices et les vertus, et pour les alchimistes la réalisation du grand œuvre. Donc on parle de la première sculpture qui est une dame qui tient un bouclier dans ses mains. Sur le bouclier, il a le corbeau. Donc on se dit, voilà, l'œuvre noire commence par le symbole qui est le corbeau. Voilà, et on va jusqu'à la dernière sculpture qui est un chevalier donc, qui tient une épée devant lui à la verticale, qui symbolise la réalisation de l'œuvre. C'est-à-dire, on finit par le chevalier qui montre le ciel avec son épée et qui a fini l'œuvre. Alors, on retrouve exactement le même concept à Amiens, on retrouve le même concept à Bourges, etc. Et je me suis dit, tiens, donc il y a des alchimistes et donc des architectes qui connaissent le secret des alchimistes, qui l'ont mis dans la pierre et dans les cathédrales. Donc j'ai commencé à ça, et après, comme j'ai commencé avec ça, je me suis dit, oui, mais c'est bien beau, mais pour avoir l'addition des étapes, etc., il faudrait bien connaître un petit peu ce que c'est que la doctrine alchimique et autres. Et voilà comment je me suis intéressé à ce sujet. Voilà. Quel est votre avis sur le fait que Fulcanelli, sur une œuvre collective, ce serait Corsellier, Julien Champagne, votre avis personnel? Alors forcément, c'est l'énigme des énigmes, c'est toujours pareil quand on parle des grands alchimistes. Il y en a, on dit c'est Nicolas Flamel, bon ben Bernard c'est Nicolas Flamel. Voilà, il y a un Albert Poisson, il y a tous les grands alchimistes du passé, Irénée Philalèthe, Michel Maillère, etc. Tous ceux dont on a les manuscrits dits alchimiques, pour le Moyen-Âge, parce que ça remonte aux Égyptiens, aux Grecs, etc. Si vous suivez ma conférence Histoire de l'alchimie, il y a tout depuis les origines. Forcément, Fulcanelli, ça tient d'énigmes aussi policières, c'est dire, mais qui ça peut bien être? Oui. Alors voilà, parce qu'on sent que c'est un nom truqué, parce que Fulcanelli, c'est Volcan Helios, ça veut dire le feu du soleil. Un vulcain, c'est le feu, c'est le dieu du feu dans la mythologie grecque. Hélios, c'est le dieu grec du soleil. Donc on se dit, il s'appelait Vulcan Helios, feu du soleil, c'est pas son nom de famille. Voilà, donc un nom monté pour l'alchimie. Mais alors, qui est-ce? Alors en effet, comme Jean-Julien Champagne a illustré ses œuvres, comme son dit grand disciple était Eugène Cancelier, on s'est dit, parce que Eugène Cancelier a publié ses œuvres en disant que c'est son maître, il avait dû publier, mais est-ce que les deux ne font pas qu'un? Et après, l'une des thèses, c'était, mais c'est un groupe, c'est des alchimistes de fin du 19e, il y avait un monsieur Berthelot dedans, il y avait
un monsieur X, un monsieur Y, et puis voilà, c'est en fait un collectif. Donc forcément, on n'est pas plus avancé à la fin. Tous les auteurs sont allés de leur thèse, je vous certifie que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel. Et bon, les plus pointus dans les spécialistes disent que c'est Jean Jourde, un alchimiste, physicien ou autre, qui s'appelait Jean Jourde. Parce qu'il y aura un rapport avec l'hippocampe, un endroit, Fulcanelli parle de l'hippocampe, et que ce monsieur avait dans son blason un hippocampe. Donc on se dit c'est sa signature par l'hippocampe, donc c'est Jean Jourde le Fulcanelli. Mais ça a été démenti par d'autres, donc aujourd'hui je ne peux pas vous en révéler plus que toutes ces bases, ces données, ces explications. Bon, l'idée d'un groupe d'alchimistes publiant sous un nom commun, c'est très séduisant. Oui. Voilà. Alors, il y a un livre assez peu connu, est-ce que vous êtes intéressé au livre de Jacques Breyer en 1957, Dante alchimiste? Non, non, mais non, je ne l'ai pas lu déjà, donc je ne pourrais pas en parler, je dirais des bêtises. Mais c'est vrai que Dante est un peu tout. Ouais. Hein, parce qu'on dit Dante Templier, Dante les fidèles d'amour, Dante voilà, la poésie, et Dante l'alchimiste, Dante johannite, c'est-à-dire son rattachant à l'église ésotérique de Jean. Voilà, et donc celle indirectement de Marie-Madeleine et autres. Oui, il y a ces thèses, oui. C'est pas étonnant, même si j'ai pas le livre en question dont tu parles, ça serait pas étonnant. Dante alchimiste, en effet. Oui. Ou Dante de la tradition ésotérique, oui. Dante de l'alchimie, bah, obligatoirement dans ce qu'il a écrit, il doit connaître. Jacques Breyer faisait partie des mouvements néo-templiers d'Argénie, oui. Toute l'époque d'Argénie. L'histoire de la résurgence d'Argénie. La résurgence d'Argénie, en effet. Là, Argénie, je connais un petit peu, quoi, parce que je suis allé voir comment c'était sur place. C'est vrai, au château. Qu'on ne visite pas, hein, parce que c'est une propriété privée. Exactement. Donc voilà, c'est en deux parties. Une partie habitée par le propriétaire actuel, le parti du château dit de Beaulieu. Et dire, ben voilà, je ne visite pas, c'est propriété privée. On le voit de l'extérieur. Il est discret. Il est discret, déjà dans la région, il faut le trouver. Après, il est discret, il faut rentrer dans la cour. Et puis après, ben, on est très... Si on tombe sur quelqu'un qui habite l'endroit, la personne est très très évasif. En tout cas, on ne le visite pas. Mais bon, c'est là, c'est des lieux avec la légende qui s'y rapporte, hein, de trésors des Templiers, etc. Voilà. Le livre de Mircea-Eliade, Forgeron et alchimiste. Ouais. Vous êtes intéressé, j'imagine, à ce livre-là. Oui, mais tu peux me dire votre avis sur ce livre-là et son approche? Alors, le problème, c'est que ce livre-là, je ne me rappelais plus ce qu'il y a dedans, que je connais Mircea-Eliade, bien entendu, parce que c'est un auteur, j'allais dire, incontournable. On doit avoir lu ce qu'il a écrit. Ça, je ne dis pas, j'en ai lu. Hein. Mais alors, me rappeler ce qu'il a vraiment écrit dans ce livre-là, là, je ne sais pas. Les forgerons et alchimistes, ça ne veut plus dire. Oui. C'est-à-dire que c'est lié au début, hein, c'est le travail du feu. Donc, au départ, c'est la symbolique du feu, parce qu'on travaille le feu, on travaille avec le feu. Ça a toujours eu un sens très symbolique. La forge, Gaston Bachelard. Voilà, les métaux. Psychanalyse du feu. Oui, et Bachelard, la psychanalyse du feu, en effet. Et de dire que, bon, bien sûr, de prendre les métaux à la terre, de les fondre, de les transformer, d'en faire une nouvelle matière, c'est en soi déjà un travail alchimique. C'est-à-dire que même si on ne se préoccupe pas de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc, de l'œuvre rouge et de tout le jargon qu'il y a en alchimie, le fait de fondre, creuser des métaux pour en faire autre chose est en soi un travail qui tient de la métamorphose, donc de l'alchimie. Mais sinon, comme j'ai plus le livre en tête, parce que j'ai dû le lire il y a 30 et 40 ans, je ne veux pas non plus en parler sans connaissance précise du contenu. Alors, il y a plusieurs endroits alchimiques, il y a l'hôtel allemand, le Pessigouret. Oui. Si vous pouvez développer un peu sur ces lieux. Alors c'est très compliqué aussi, parce que quand on ne voit pas les œuvres en question, c'est très difficile de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hein, mais bon, il y a plusieurs villes alchimiques en France, bien entendu. Bon, en général, c'est des manoirs ou sans doute... Comme l'Argentier. Voilà, comme le seigneur local a dû se préoccuper quelque peu d'alchimie, puisqu'on dit même que François Ier
faisait dans une des tours du château de Chambord de l'alchimie, il avait installé un laboratoire. Hein. Notre cher ami, qui s'appelle Didier Coyerac, a raconté des tas de choses sur ce sujet, très intéressantes. Hein. Alors, à l'hôtel Lallemand, ben, comme Bourges est la capitale alchimique de la France, et bien sûr, c'est très important, parce qu'elle est à la fois le palais Lallemand et à la fois le palais Jacques Coeur. Oui. Et dans le palais Jacques Coeur, ben, il y a une représentation de la toison d'or, on sait que c'est toujours le but de l'or à atteindre, hein, de l'œuvre finale. Voilà, puisque dans l'œuvre alchimique, à la fin de la dernière opération, on voit comme une sorte de petite accumulation, de cristallisation à la surface hein, du produit qui est décomposé et qui a une forme un petit peu granuleuse, comme une toison de bélier. Hein, ça fait comme un petit peu voilà, une sorte de lainage, et donc on dit que c'est la toison d'or, le vrai mythe de la toison d'or étant une explication alchimique aussi. Hein. Et donc il y a cette œuvre-là, il y a tout plein de symboles au-dessus des cheminées, et tel ou tel truc dans le palais Jacques Coeur. Son nom d'ailleurs est déjà symbolique d'être Jacques, donc on pense tout de suite au chemin de Saint-Jacques, d'ailleurs c'est sur le chemin. Hein. Et puis le cœur, donc dans ses armoiries, le cœur, il y a toute une histoire extraordinaire de sa vie aussi, parce qu'on se demande d'où est venue sa fortune aussi. Oui. Une immense fortune, construire cet immense palais dans Bourges, et dire, bon, peut-être qu'il fabriquait de l'or, et puis peut-être que la pierre philosophale fait que. Hein, et donc le palais l'Allemand, là aussi, on voit un moment le souffleur, un moment un petit personnage sur le sommet d'une colonne qui tient ce long tube, vous savez, une sorte de vase qui est un long tube, ça peut être en alchimie, je ne sais plus lequel. Hein. Et là, c'est des caissons qu'il y a sur le plafond avec toutes les étapes de l'œuvre alchimique. Il y a des étoiles, il y a des angelots, il y a des animaux. Oui. Là, je ne les ai pas en tête parce qu'il ne faut pas les voir. Hein. Il y a tout un commentaire qui a été fait pour l'expliquer, je crois, par Eugène Grosselier. Et au Plessis-Bourré, le monsieur de Plessis-Bourré, c'était le grand argentier de Louis XI, qui avait sa résidence là privée. Donc aujourd'hui, même c'est un château privé, c'est un manoir privé. Qui dit manoir privé, dit des conditions de visite, dit un guide officiel du château. Donc on n'y va pas en rentrant en disant vous voyez ça, vous voyez ça. Là aussi, ceux que ça intéresse, dont toi, puisque je vois que ça t'intéresse, Eugène Grosselier a écrit un commentaire des images contenues sur le plafond aussi. Voilà, du grand œuvre, hein, des étapes différentes de ce grand œuvre. Il y a un endroit, il y a une immense cuve en cuivre avec un personnage féminin, un personnage masculin, enlacé, debout dans cette cuve. Donc c'est le chaudron alchimique, il y a le principe féminin, le principe masculin, avec le principe féminin qui est beaucoup plus grand que l'homme qui représente le principe masculin. On sait que le travail du mercure, ce qu'on appelle le mercure, qui est en alchimie le volatile et ce qui pourrait être appelé l'aspect féminin, et que souffre c'est l'aspect masculin, est quand même l'essentiel dans le travail alchimique. Hein. Donc les peintures sont très belles parce que c'est en couleur, c'est bleuté et grisé, c'est beau. Alors, en tant qu'œuvre d'art, c'est très beau, mais si on ne comprend pas les peintures, parce qu'il faut une explication pour les peintures, sans vouloir dénigrer ces pauvres guides officiels, c'est très rare d'avoir une explication par la guide officielle de ce qu'on peut voir. Il y a quand même une des peintures qui est très célèbre, qui s'appelle la pisseuse, hein, parce que dans ces caissons, on voit à un moment une très belle jeune fille qui soulève ses jupes donc jusqu'à l'entrecuisse et qui urine. Donc bien sûr, ça peut choquer certains visiteurs, mais en fait, c'est l'allusion au sel d'ammoniac contenu dans l'urine qu'on utilise pour dissoudre certains produits. En fait, ça fait partie d'une des étapes des opérations alchimiques. Donc bien sûr, quand on s'y connaît, on parle de la première case avec le premier travail jusqu'au dernier. Donc il y a toute une notation un peu de l'itinéraire. Hein. Il y a un sens. Hein. Et puis après, il y a un sens de toutes les explications, interprétations. Mais là aussi, il faut les voir pour que ça dise quelque chose à quelqu'un sans voir comment ça peut être fait. Mais puisqu'on parle de ce sujet, ça vaut le coup d'y aller. Alors c'est un petit peu au nord d'Angers,
Voilà, il y a un plan d'eau tout autour, c'est dans la campagne, c'est très beau, hein, mais la visite vaut le coup. Hein. Maintenant, en Bourges aussi, Oui, bien sûr. comment ça s'appelle, Dampierre-sur-Boutonne aussi, en Normandie, il y a aussi des manoirs alchimiques, etc. Donc, alors, il y a le Châtenay, qui est un manoir alchimique en Bourgogne, pas tellement loin de Vézelay. Oui, Où bien sûr. il y a aussi sur les linteaux de porche tel ou tel symbole. Alors, il y a le mercure, signe de mercure, et puis des têtes d'animaux, des animaux qui signifient telle chose en alchimie. Hein. Toujours. Alors là, c'est pas le cas, mais ailleurs, on peut avoir un corbeau, une colombe, un phénix. Alors quand il y a un phénix quelque part, on dit c'est l'œuvre rouge. C'est simple, puisque le phénix se jette dans le feu et renaît de ses cendres. On a tout à fait la métamorphose. Hein, d'un plan qui finit pour un plan qui renaît, et la métamorphose symbolisée par le phénix. On est un homme nouveau quand on a réalisé l'œuvre chimique. Et donc on renaît de ses cendres pour être un homme spirituel, un deux fois né, comme on dit en initiation, grâce à la pratique alchimique, et qu'on peut obtenir par des pratiques dans l'alchimique. Que d'autres personnes ont repris, comme l'abbé Gillard avec ses 4 lions Oui. dans l'église de Traoré. À Trévorantoc, oui, en effet. Ah oui. Alors, encore un endroit très célèbre, c'est l'église du Graal, Oui. dans la Féroce de Brocéliande à Trévorantoc, où l'abbé du coin a fait une décoration très très spéciale, avec un vitrail du Graal, avec ceci, avec des symboles. Avec le nombre d'or écrit quelque part sur un linteau, etc. Oui, on peut visiter cet endroit-là aussi. Il y a 3 personnes qui sont très intéressantes, c'est Schwer de Lunix, Mhm. Blaise de Luguer et Arnaud de Villeneuve. Et là, on peut voir qu'il y a ce mystérieux baptême du feu, enfin, l'azote des alchimistes, avec ces 3 personnes. Ah ouais, alors là, Quel est votre avis? là, c'est m'en demander beaucoup, parce que je ne suis pas très spécialiste de ça. Moi, je connais les personnages, Oui. Wigner, Arnaud de Villeneuve, bien sûr, dont tu parles, mais je ne suis pas très au courant de leurs œuvres. Je sais qu'ils ont écrit quelque chose sur le fameux azote, Oui. en effet. Hein. Mais bon, là, moi, je ne suis pas vraiment spécialiste. Je ne suis pas spécialiste dans le travail alchimique lui-même. Je suis un peu spécialiste pour dire, en histoire et en doctrine, qu'est-ce que c'est. Hein, une fois qu'on a ça, on dit voilà, les alchimistes pensaient que et voulaient faire que. Après, la pratique, comme moi je ne pratique pas, c'est beaucoup plus difficile de dire ils ont réalisé ceci, ils ont réalisé cela au laboratoire et dans leurs livres, justement. Ils donnent une méthodique, c'est une méthodique, etc. Une chose intéressante, c'est Alchimia, Ouais. les alchimistes arabes qui ont appris, peut-être aux Templiers, Oui. une façon de faire, une tradition ancienne, qui a été oubliée. Oui, alors oubliez, peut-être pas pour tout le monde, on pense que Oui. comme l'alchimie vient des Égyptiens puis des Grecs, puisqu'on a des traces d'alchimistes grecs, mais vivants ayant appris à Alexandrie, grand centre ancien des sciences ésotériques, de la gnose et de l'alchimie est en Alexandrie, mais c'est bien antérieur. Ces sciences sont nées bien avant qu'il y ait une ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand. Et il est bien certain que les Grecs ont récupéré l'héritage, et même sont allés en formation, beaucoup, ils disent, enfin, comment dire, un séjour en Égypte, toujours ésotérique, parce qu'à l'époque on ne faisait pas de tourisme, donc c'est pour apprendre dans les temples. Et puis bien sûr, comme après il y a eu la conquête arabe, de toute l'Afrique du Nord, de tout le Moyen-Orient, de l'Égypte, etc., jusqu'en Perse, et bien certains, ils ont récupéré l'alchimie ancienne, l'ont mis en, j'allais dire, dans une mouture arabe. Puis comme après, ils ont envahi des parties en Europe, c'est-à-dire la Sicile, l'Espagne, le Portugal, sont remontés dans le sud de la France. Et dans ces années 9e, 10e, 11e siècle, on transmis les secrets alchimiques. Et comme à la même période, 12e, 13e siècle, il y avait les Templiers, la foi en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France et au Moyen-Orient, et à un moment en Égypte, et bien certain, qu'il y a eu des communications, qu'ils s'intéressaient beaucoup à tous ces sujets ésotériques, que ce soit la géométrie sacrée, la symbolique, l'architecture, l'alchimie et autres, ont retranscrit dans leurs enseignements plus ou moins secrets, bien entendu, ce qu'ils ont appris, et ça ne surprend pas que beaucoup de choses puissent venir par une transmission arabe sans être d'origine arabe.
Oui, et d'ailleurs les Rose-Croix aussi Ouais. ont repris toutes ces traditions, les frères de la Pureté anciennement, en effet. toutes ces traditions même de chiites, ou Ibn Arabi, qu'on retrouve après dans Ibn les Arabi, textes ouais, de la Rose-Croix. très célèbre, initié, bien entendu, au XIIIe siècle, je crois. Donc il y avait les grandes places, comment dire, en Espagne, hein, de Cordoue, de Tolède, voilà, de la région après catalane. Après c'est passé en France, puisque bon, il y a eu de multiples échanges entre bien sûr la partie péninsule ibérique et la Gaule, hein, de l'époque, je pense, bien entendu. Donc tout est lié, en fait, il n'y a rien de surprenant, j'allais dire, dans ces transmissions. Ça va de soi, en gros. Comme... Et un autre endroit, c'est Notre-Dame de Marseille, qui est très intéressant aussi à Limoux, avec un C. Oui, Donc, Notre-Dame de Marseille, Limoux, oui, quoi. en effet. Bah oui, parce qu'il y a une Vierge Noire, parce qu'il y a des symboles. Et ciel étoilé. Comment? Et ciel étoilé, Oui, qu'on retrouve à Campagne-sur-Aude, qu'on retrouve à oui, Château, qu'on toujours. retrouve toute cette région de l'eau. Toujours, aussi. hein, bien sûr, toujours l'étoile et le ciel étoilé. Hein, d'ailleurs, comment dire, quand on parle de Compostelle, hein, on dit aller sur le tombeau de Saint-Jacques de Compostelle, mais en gros, c'est suivre le chemin de l'étoile. Parce que Compostelos veut dire le champ de l'étoile. Donc on ne voit pas pourquoi on suivra un chemin pour aller sur le tombeau de Saint-Jacques, alors qu'en fait on suit à l'étoile, c'est-à-dire en fait on suit le parcours de la Voie lactée, tout le bord de côte de l'Europe, hein, bien sûr, suit jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. En gros, on suit la Voie lactée au niveau du sol. Et on arrive au bout à l'étoile, comme on est censé conquérir l'étoile. Et si on va à Amiens, la cathédrale d'Amiens, là aussi il y a un symbole alchimique, c'est un initié, il est devant 3 disciples et il montre le dos à la verticale, une étoile qui est juste au-dessus, juste dans la volute qui part par le haut. C'est une étoile à 7 branches. On est dans Alors on a un peu très, Léon de très l'Étoile. voilà, alors on a, Léon de l'Étoile, ouais, un peu. bien sûr. Alors on est très Quand on souvent, va à Ceylan, on est très souvent dans l'étoile à 5 branches pour les alchimistes. Mais là aussi, l'étoile à 7 branches qui est l'étoile des initiés. En gros, ça vient d'Égypte aussi. La grande déesse des initiations est la compagne de Thoth, hein, et cette déesse s'échappe. A comme symbole sur la tête voilà, une tige avec une étoile à 7 branches, c'est l'étoile des initiés. Donc voilà, donc tout se tient un petit peu là aussi. Et par rapport à l'Égypte, il y a tous les travaux d'Enel aussi qui sont très intéressants. Alors Enel aussi, On peut travailler avec les Enel aussi a écrit beaucoup de choses sur l'Égypte. Chalère de Lubeck, dont tu parlais, a beaucoup écrit sur les initiations égyptiennes. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas relu ou lu ces livres-là. Donc forcément, comme c'est pas récent, je ne peux pas dire, ben là, il y a ça, tel chapitre, c'est très intéressant, tel truc, parce que je ne peux pas dire que je ne connais pas les auteurs, mais je ne connais plus le contenu. Et il y a Chartres aussi, l'œuvre noire de Chartres. Chartres, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'aller à Chartres. Il faut absolument faire Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens à Chartres. Avec la Vierge Noire aussi à Chartres. Même plusieurs. Il y en a une Notre-Dame de sous la terre et d'autres Vierges Noires. Alors Vierge Noire, chez nous, c'est surtout la Provence, c'est surtout l'Auvergne. Puis c'est un petit peu par ici, hein, vers les Pyrénées. Mais j'ai Chartres, comme il y a Chartres aussi. Il y en a même une à Boulogne chez moi, où la Notre-Dame de Boulogne, c'est une Vierge Noire. Donc c'était très diffusé, alors beaucoup moins au nord qu'au sud, bien entendu. Mais bon, c'est la déesse mère, c'est la déesse Isis, c'est Cybèle, etc. Et c'est la même représentation qu'on voit sur le portail central de Notre-Dame de Paris ou sur le pied du pilier central, hein, ce qu'on appelle un trumeau dans l'architecture gothique. On a cette fameuse Vierge de l'alchimie. Hein, c'est-à-dire, voilà, la dame qui est assise sur un trône, qui a un livre ouvert, un livre fermé à la main, qui a la connaissance profane, la connaissance secrète, etc., qui a des ondes par-dessus la tête, des ondes au niveau des pieds, donc on a les 2 niveaux d'ondes telluriques, d'ondes cosmiques, etc., Donc là aussi, il y a de quoi
connaître sur ce sujet. Chartres, c'est quasiment incontournable, hein, comme visite, pas seulement d'un point de vue alchimique, mais tout, à l'architecture, les vitraux. Les vitraux sont justement alchimiques. Hein, c'est-à-dire que le bleu de Chartres n'a jamais pu être fait dans les usines chimiques. C'est vrai. Parce qu'il manque toujours quelque chose pour que ça soit le même bleu, puisqu'il y a le travail de l'alchimiste qui joue dans la fabrication, et parce qu'il mettait une sorte de poudre d'or dans l'alliage, et ça donnait ce bleu miraculeux de Chartres. Et forcément, dans l'industrie, mettre de la poudre d'or dans l'alliage, c'est un petit peu, comment dire, cher. Bien sûr. Et puis en plus, techniquement, ils ne doivent pas savoir les dosages, ils doivent pas savoir le faire. Bon, ça explique bien des choses. Mais bon, incontournable, hein, tous ces endroits dont on a parlé. Alors, on va terminer sur les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Votre avis sur ce livre-là et le personnage en lui-même, qui a inspiré peut-être un certain Richard Chanfray par la suite. Oui, bien sûr, mais tu sais ce qu'on dit à ce sujet, hein, que ce ne serait pas un personnage réel, que c'est Christian, Christian Roscroix. Sa traduction de son nom, c'est Christian Roscroix, donc forcément, les noces chimiques, bien entendu. On voit que c'est l'alchimie tout de suite. Obligatoirement, c'est des noces, puisque c'est un mariage. Normalement, l'alchimie, c'est le mariage de l'eau et du feu. Donc, on lie deux éléments contraires dont on fait un seul élément unitaire, ce qui est une grande performance. Hein, puisque au début, on a la guerre des deux éléments, toujours symbolisée par deux personnages qui se battent, ou par la lutte du mercure et du soufre, et au fur et à mesure des opérations, à la fin on arrive à l'alliage, donc à la synthèse comme un mariage, justement de l'eau et du feu, principe masculin et principe féminin. Parce que le but de toutes ces sciences ésotériques, c'est toujours de retourner à l'un. L'unité, de retrouver l'unité primordiale, diviser et multiplier pour X raisons. Donc on descend, la chute, c'est sombrer dans le multiple, on essaie de reconstituer les éléments et pas ces doctrines initiatiques. Si je parle du multiple, je réunis, je recondense, je resynthétise à deux polarités, les deux, je réussis à les fondre, je retrouve l'unité d'origine. Donc c'est toujours le même thème, en gros, de base de la spiritualité, c'est de revenir à l'état primordial de la création avant la division, donc avant la chute dans le monde matériel. Là, c'est des thèses un peu gnostiques. Hein. C'est de dire au départ tout était spirituel, il y a eu une évolution, une chute dans la matière. Tout le but de l'initiation, c'est de ressortir dans la matière pour retrouver le corps spirituel, l'esprit, etc. Et en gros, l'explication de base, que ce soit Christian Rosenkreuz ou tous les autres, c'est toujours la même idée, avec un vocabulaire différent, des périodes différentes, parce que c'est ressorti à période plus ou moins régulière. Et comme on dit, bien sûr, qu'il y a l'origine de la Rose-Croix moderne. À son époque, on a sorti là les noces chimiques, hein, Christian Rosenkreuz, forcément c'est Christian Rose-Croix. Alors j'ai dit, ben voilà, c'est quand des grands initiés ont laissé apparaître au jour la fameuse organisation des Rose-Croix. XVIIe siècle, c'est 1614. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Rose-Croix avant, parce que tout le symbolique de la rose dans les fidèles d'amour au Moyen-Âge, etc., dans tous les roses d'ailleurs qu'on sculpte un peu partout, c'est toujours la mystique de la rose. C'est l'âme, c'est le cœur, etc., c'est l'initiation, c'est tout ça. Donc forcément, le sens Rose-Croix, c'est tout de suite une interprétation très symbolique. La croix, c'est la matière, la difficulté du parcours, c'est le creuset par l'alchimie, parce que le creuset est une forme de croix. Donc on voit bien qu'on fait un travail sans la matière très difficile. On en tire quelque chose, on évolue, on a l'épanouissement de l'âme qui est en ça. Alors c'est un peu ça, hein, interpréter. Un peu difficile à comprendre les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, enfin bon. On s'adresse à un public averti. On s'adresse à un public qui connaît, c'est bon, c'est pas difficile. Je parle du public en général qui voudrait lire ce livre.
Eh bien, Oui. merci beaucoup pour Eh ben, on voilà. va dire, ce petit traité d'alchimie. Ah, bah, très très léger, très succinct, très... Voilà. Bien, merci Bon, beaucoup, Michel il Dessay. n'y a C'était pas de quoi, non, un pour la Gazette de c'est un Rennes-le-Château. plaisir de Plaisir répondre partagé. à tes questions pour la Gazette de Voilà. Rennes-le-Château, justement. Et puis, justement, j'étais à Rennes-le-Château avant Voilà. hier, j'étais à Montségur hier, et voilà, et là, je suis à Rennes-les-Bains pour une conférence aujourd'hui. C'est ça. Mais pas sur l'alchimie. Non, Mais bon, mais il y a bien quand plein de même. sujets à discuter. Il y a plein d'autres sujets à discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À l'après-midi.